Voilà. Alors, moi aussi, j'ai des remerciements évidemment à faire, en particulier à l'AMCAR, que je trouve, comme toujours, plein d'initiatives très intéressantes. Et merci pour avoir organisé ces webinars. Et puis, bien sûr, me retrouver avec tous les amis du Maroc et toutes mes amies, que ce soit Marie-Christine ou Dania ou Leïla, et ça fait vraiment très plaisir. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est vous parler de l'évaluation des pressions de remplissage ventriculaire gauche. Et je voudrais insister sur le fait qu'il faut faire attention à ne pas trop simplifier l'affaire. Je vais essayer de prendre un peu de temps pour vous montrer vraiment avec pas mal de dessins à la lumière de la manipulation des courbes de pression dans l'oreillette et dans le ventricule, comment on peut expliquer notamment les différents aspects du flux mitral et donc comment on va pouvoir comprendre le raisonnement. Et ensuite, on regardera ensemble l'algorithme qui est proposé dans les recommandations 2016. Je vous proposerai quelques modifications et j'espère qu'avec tout ce qu'on aura vu, elles vous paraîtront compréhensibles et logiques. Donc, il est sûr que quand on regarde ces 40 dernières années, énormément de paramètres ont été proposés, que ce soit à la lumière du flux transmitral, du Doppler tissulaire continu, de l'oreillette gauche, de la vitesse de propagation, TM couleur, de la PAP, de la veine pulmonaire. On peut lister un nombre de paramètres tout à fait considérable, simples, combinés, modulés par des épreuves de charge. Et bien évidemment, je ne vais pas vous dire qu'il faut utiliser tout ça pour faire le diagnostic. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que depuis l'origine, ce papier japonais de 82, c'est le premier qui parle du flux mitral. Et depuis ce premier papier, le flux mitral a toujours gardé une position centrale pour le diagnostic. Il faut vite vous rappeler des choses élémentaires. Cette courbe de pression ventriculaire et si ça baisse de façon très très rapide, c'est parce que c'est un phénomène actif. Cette courbe de pression, cette pression dans le ventricule, quand elle devient plus basse que la pression dans l'oreillette, eh bien c'est à ce moment-là qu'on va voir apparaître le flux mitral. Et vous voyez que ce flux mitral occupe toute la diastole, donc c'est vraiment un observateur privilégié. En ce qui concerne les pressions dans le ventricule gauche, eh bien ces pressions vont pouvoir monter pour deux grandes raisons, soit parce que la relaxation est malade, soit parce que les propriétés de distensibilité passive, ce qu'on appelle la compliance ventriculaire, est malade et à ce moment-là, les pressions peuvent beaucoup monter. Alors, si on s'intéresse tout d'abord à l'ON2 et qu'on regarde donc ce moment particulier, encore une fois, chute de pression, quelques millisecondes après que la pression dans le VG est plus petite que la pression dans l'oreillette gauche, vous voyez qu'il s'installe un gradient de pression entre l'oreillette et le ventricule. Et l'ON2 est le reflet parfait de ce gradient. Donc, quand vous allez voir un pic d'ON2, vous n'aurez pas de renseignement précis sur la pression dans l'oreillette gauche, vous n'aurez pas de renseignement précis sur la pression dans le ventricule gauche, mais vous aurez par contre un renseignement précis sur la différence de pression entre l'oreillette et le ventricule, et cette différence va être parfaitement reflétée dans l'amplitude de cette ON2. Ce qui est également très important à comprendre, c'est que la qualité de la relaxation ventriculaire gauche, eh bien, c'est elle qui va vous définir le niveau de pression dans le ventricule après l'ouverture mitrale. Vous voyez ici que la relaxation est normale, rapide, et donc vous comprenez que la pression dans le ventricule, elle est basse au moment où s'installe l'ON2. Mais si on mime ici une altération de la relaxation, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'à ce moment-là, la chute de pression est plus lente et qu'on va avoir une pression, au contraire, dans le VG qui, cette fois-ci, est haute. Et donc, vous voyez directement l'implication sur l'onde E qui est devenue toute petite. Si on imagine que la relaxation s'améliore, eh bien, on a l'effet inverse et on a l'onde E qui pousse. Alors, bien sûr, les mêmes phénomènes peuvent survenir si vous laissez la courbe de pression ventriculaire stable, que vous imaginez que pour une raison ou une autre, eh bien, la pression dans l'oreillette gauche monte, eh bien, à ce moment-là, ça fait immédiatement pousser l'onde E. Donc, la première chose importante à retenir, c'est que si vous savez que la relaxation est malade, à ce moment-là,
eh ben, l'onde va directement vous renseigner sur la pression dans l'oreillette. Si vous avez une petite onde avec une relaxation malade, ben, c'est que la pression dans l'oreillette est relativement normale. Mais si vous avez une grande onde avec une relaxation malade, à ce moment-là, c'est forcément qu'on a une pression dans l'oreillette élevée. Donc la question qui vient ensuite naturellement, c'est comment faire le diagnostic de relaxation altérée. Donc on peut la mesurer avec des paramètres, on va le voir tout de suite, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que parfois, on a le contexte qui nous permet de donner la réponse directement. Si par exemple, vous avez une cardiomyopathie avec une fraction d'éjection basse, alors dans tous les cas, forcément, la relaxation est malade, et donc vous savez déjà que ce niveau de pression ventriculaire va être haut après l'ouverture mitrale. Alors, pour mesurer directement la relaxation, on a commencé par le passé à utiliser la vitesse de propagation, la pente de propagation TM couleur. Elle a été parfaitement validée. Elle est corrélée à ce qu'on appelle la constante tau, qui est la méthode de référence d'évaluation de la relaxation. Mais on va dire qu'elle est passée de mode et que plus récemment, un autre indice a été proposé, il a exactement la même finalité, c'est évaluer la relaxation. C'est la fameuse onde prime qu'on mesure en Doppler tissulaire pulsé à l'anneau mitral. Et retenez des choses simples, c'est quand cette onde prime est basse, inférieure à 8 cm par seconde pour vous donner une valeur, eh bien à ce moment-là, la relaxation est altérée. Quand E' est très haut, la relaxation est normale, et donc le niveau de pression dans le VG va être très bas, et quand E' est bas, la relaxation est altérée, et donc le niveau de PVG va être haut. Ce qu'il faut absolument, c'est faire la moyenne sur deux sites et mesurer à la fois le site septal et le site latéral. Donc, lorsque vous avez un flux mitral comme ça, c'est un flux qui est dit normal parce que l'onde est supérieur à l'onde A, on est dans une circonstance de fraction d'éjection, on va dire correcte, eh bien, on peut avoir deux situations. À gauche, une situation normale, donc la relaxation est raide et très vite la pression dans le VG devient basse, si bien que pour avoir une onde d'une certaine amplitude, on n'a pas besoin d'avoir une POG élevée. Une POG normale permettra d'avoir une onde d'une belle amplitude. À droite, au contraire, la relaxation est pathologique et pour avoir une grande onde, eh bien, il faut forcément que la POG soit élevée. Et ces deux différences de pression, à gauche comme à droite, sont identiques. Donc, forcément, elles vont générer la même amplitude de E. Et donc, on va s'en sortir en calculant la relaxation, notamment avec E'. À gauche, on aura un E' élevé, puisque la relaxation est normale. On aura une grande onde avec une relaxation normale. C'est le reflet d'une POG normale qui vous sera donc illustrée par un rapport E sur E' bas, quelques unités, 4, 5, 6. Au contraire, à droite, vous allez calculer un paramètre de relaxation pathologique inférieur à 8, puisque la relaxation est malade. Et donc, cette grande onde associée à une relaxation malade, c'est la traduction d'une POG élevée. Et en faisant le rapport E sur E' que vous trouverez haut, vous aurez ce diagnostic. Quand on regarde l'histoire des troubles de la fonction diastolique, l'histoire commence par ça. L'histoire, elle commence par une relaxation ventriculaire gauche qui est altérée alors que les conditions hémodynamiques sont bonnes, la POG est normale. C'est tout simplement le vieillissement. Un sujet âgé altère sa relaxation. Ou bien c'est des choses assez gentilles, une hypertension artérielle qui est bien équilibrée. Eh bien, dans ces cas, retenez que le petit E grand A est très intéressant parce que, en fait, il se suffit à lui tout seul pour vous dire, eh bien, face à un flux comme ça, vous pouvez dire POG basse. Et en fait, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Et si vous alliez plus loin, vous auriez à ce moment-là une onde prime que vous allez mesurer basse, normale, la relaxation est altérée, et le rapport E sur E' sera bas, allant dans le même sens d'une POG basse. Donc ça, c'est un flux qui vous aide beaucoup dans presque tous les cas pour dire que la situation est bonne. Je dis presque parce qu'il y en a un qui, lui, est différent. C'est celui où la relaxation est très, très altérée, comme dans les CMH ou comme dans les grosses HVG. Que se passe-t-il à ce moment-là?
la relaxation est terriblement malade et les pressions restent très très hautes dans le VG, aussi bien à l'ouverture mitrale que même plus tard au niveau de la PTD-VG. Et donc, malgré la petite onde, malgré le petit gradient entre l'OG et le VG, comme le VG est très haut, eh bien vous avez compris que la POG sera également très haute. Donc, dans ces cas-là, si vous vous contentez de petit e grand A, vous ne pouvez absolument pas conclure. POG peut être normal, POG peut être élevé et il faudra vous aider d'autres paramètres. Alors, quand on regarde donc cette relaxation altérée, gentille, ce que nous a appris ce magnifique papier d'Appleton, c'est que à l'occasion d'une aggravation de la pathologie, à l'occasion d'une augmentation de la POG, eh bien, vous avez à ce moment-là une situation hémodynamique différente. Ici, dans des situations de cardiopathie débutante, par exemple, ou de cardiopathie un peu déséquilibrée, vous avez la POG qui monte et vous avez la compliance qui commence à s'altérer. À ce moment-là, vous voyez que de petit e grand A, on passe à grand E petit a. Et si on mesure l'onde prime, ben elle reste basse, la relaxation est pathologique, mais par contre, le E sur E', lui, va devenir beaucoup plus élevé. Et vous voyez, ce que nous montre Appleton, c'est que ces types de flux peuvent communiquer dans les deux sens. Et par exemple, on peut repasser d'un flux comme ça à un flux petit e grand A. Et c'est par exemple ce qu'on va faire en faisant une manœuvre de Valsalva. Vous êtes ici avec une POG élevée, une relaxation malade. On fait une manœuvre de Valsalva, on diminue le retour veineux, on diminue la pression dans l'oreillette gauche et à ce moment-là, on va se retrouver avec bien sûr toujours une relaxation malade, mais une POG qui est devenue basse. C'est le sens de la manœuvre de Valsalva. Regardez ici un patient chez qui on a grand E petit a et la manœuvre de Valsalva diminue drastiquement l'onde E et fait monter aussi l'onde A. Et comment fait-on le diagnostic de pression de remplissage élevée avec un Valsalva? C'est quand la variation du E sur A est ample à plus de 0,5. Vous voyez qu'ici, on est passé à un rapport E sur A de 1,5 à 0,4, donc une variation nettement au-dessus de 0,5. Remarquez que pour certains auteurs, la croissance de l'onde A pendant le Valsalva est également un élément diagnostique très intéressant. Donc, si on reprend notre diagramme d'Appleton, on peut communiquer entre ces deux formes. Et puis, hélas, quand la cardiopathie s'altère encore, quand la situation devient encore plus pathologique, on peut avoir ce qu'on appelle une compliance très altérée, avec donc une POG qui monte beaucoup, avec une pression ici qui monte, et c'est la survenue de ce qu'on appelle un flux restrictif. Alors, le flux restrictif, de quoi s'agit-il? Eh bien, la définition qu'il faut retenir, c'est la présence d'un rapport E sur A supérieur à 2 ou à 2,5, mais aussi le et ou un temps de décélération court, temps de décélération de l'onde E à moins de 150 millisecondes, c'est-à-dire une pente très très raide de cette onde. À quoi correspond ce flux restrictif? Eh bien, dans les situations donc notamment de cardiopathie avec FE très altéré, je pense qu'on peut, là encore, sur les diagrammes, très bien comprendre qu'on aura une grande onde E, puisqu'on a un gros gradient, et très bien comprendre aussi qu'à cause de cette compliance très altérée, la pression dans le ventricule très tôt remonte et devient supérieure à la pression dans l'OG. Donc, vous avez une annulation très rapide du gradient, ce qui fait que le temps de décélération est très court. Et encore une fois, ça vous explique cet aspect très particulier. Il faut retenir que l'association d'un flux restrictif avec donc une FE basse, eh bien, c'est pathognomonique d'une pression dans l'oreillette élevée et c'est associé dans de très nombreux articles à un mauvais pronostic. Mais ce qu'il faut également très bien comprendre, c'est qu'un flux restrictif, si vous n'avez pas de contexte, eh bien, ça peut être également une situation hyper normale. Pourquoi? Parce que, encore une fois, cette onde 2, c'est ou l'OG ou le VG. Eh bien là, laissons l'OG tranquille, elle est normale, mais on parle de sujets en pleine santé qui ont une relaxation hyper efficace qui fait que cette fois-ci, c'est la pression VG qui est ultra basse et qui va générer une très grande onde 2. Et pourtant, dans ce cas-là, bien sûr, ce flux restrictif est associé à une pression dans l'oreillette gauche strictement basse et normale. Alors,
On a beaucoup parlé de pression dans l'oreillette gauche. Est-ce que quand on parle de pression dans l'emplissage ventriculaire gauche, c'est synonyme de pression dans l'oreillette gauche? On va dire que, en fait, quand on décrit les pressions de remplissage, certains d'entre vous le savent très bien, on a plein de paramètres. Il y a la POG, il y a la pression dans le capillaire, la POG moyenne, la pression ventriculaire gauche avant l'onda, la pré-A, la pression télédiastolique du ventricule gauche. Chez les patients normaux, tout ça se ressemble et tous ces paramètres sont équivalents. Quand on prend maintenant des patients porteurs de cardiopathie, ce qui est très important à comprendre, si on prend les deux paramètres vedettes, la pression capillaire et la PDDVG, elles peuvent être discordantes. Et par exemple, elles peuvent l'être quand la contraction atriale joue un rôle important, ce qui est le cas par exemple dans les sténoses aortiques, parce qu'il y a une HVG. L'impulsion atriale est très importante et fait que la pression télédiastolique du ventricule va être élevée alors qu'éventuellement le capillaire sera normal. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'élévation de la pression télédiastolique, elle a une finalité physiologique de vouloir augmenter le débit. J'ai un débit qui baisse, eh bien, il va y avoir augmentation de la PTDVG, ça va jouer sur la loi de Starling, étirer les fibres et augmenter le débit cardiaque. Ça n'a donc rien à voir avec une élévation du capillaire, où en quelque sorte, là, c'est la circulation pulmonaire qui voit ce capillaire, et ce capillaire élevé va expliquer la congestion et va expliquer la dyspnée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie de tous les jours, eh bien, il y a une vraie discordance entre le capillaire et la PTDVG. Voilà ici une très grosse série de patients qui ont eu des évaluations invasives. Vous avez ici à l'horizontale le capillaire, à la verticale la PTDVG. Ben, regardez, si on considère ici tous les patients qui ont un capillaire normal, eh bien, il y en a une bonne moitié qui a une PTDVG également normale, alors que vous voyez que l'autre moitié, alors que le capillaire est bas, eh bien, la PTDVG est haute. Donc, la discordance est courante. L'autre élément important, c'est ce que je viens de vous dire, ça a des implications thérapeutiques. Si vous avez un capillaire élevé ou une POG élevée, comme vous voulez, eh bien, c'est la congestion, c'est le subœdème pulmonaire. Bien sûr que vous donnez des diurétiques, mais si vous avez une PTDVG haute, isolée, dont la volonté est d'améliorer le débit, évitez les diurétiques, vous allez plutôt être délétère. Pour accéder à la PTDVG, eh ben, il ne faut plus se concentrer sur la protodiastole, il faut aller voir la télédiastole et en particulier ce qui se passe au moment de la systole auriculaire. Vous connaissez bien ce schéma. Au moment de la systole auriculaire, ben, évidemment que le sang va aller préférentiellement dans le VG. Il y a un gros trou qui s'appelle la mitrale, mais n'oubliez pas que le sang peut refluer dans les veines pulmonaires. Eh bien, quand la situation de PTDVG est normale, la durée du remplissage, elle va essentiellement être dans le VG, donc c'est la durée de l'onda qui va être la plus large. Mais plus la PTDVG augmente, plus il est difficile d'aller dans le VG, plus à ce moment-là, le sang va naturellement remplir de façon rétrograde les veines pulmonaires et plus c'est la durée de l'onde A qui s'allonge. Et on a plusieurs papiers. Dès que la durée de l'onda pulmonaire est supérieure à la durée de A mitrale, vous avez un diagnostic possible d'élévation des PTDVG. Et si cette différence est de 20-30 millisecondes, eh bien dans les papiers, on vous montre à ce moment-là que ça améliore la spécificité. Donc, de quoi dispose-t-on à l'écho? On dispose de beaucoup de paramètres qui sont bien corrélés à la POG au capillaire et un peu moins de paramètres, essentiellement ces fameuses durées de A pulmonaire et de A mitral pour avoir des corrélations avec la PTDVG. Le Valsalva, il est un peu à cheval entre les deux. Il est bien corrélé à la PTDVG, mais il est aussi très bien corrélé à la pré-A, qui elle-même est très bien corrélée avec le capillaire. Alors, j'en arrive à l'algorithme de 2016 et des recommandations. Vous savez, les recommandations, ce n'est pas qu'un algorithme, il y a 20, 30 pages qui sont très bien faites et où plein de choses sont écrites. Mais je dirais que les recommandations, c'est un peu comme Paris Match. Si tout le monde connaît Paris Match, il y a plein de photos, il y a un soi-disant article, mais on ne fait tous qu'une chose, c'est regarder les photos. Donc je pense qu'on a cette responsabilité quand on publie un algorithme scientifique qu'il se suffise à lui-même et qu'il n'y ait pas trop d'erreurs si on ne connaît pas le texte associé.
Donc, quand on regarde cet algorithme, eh bien, on voit qu'on part du flux mitral, que petit e grand A nous amène à une POG normale, que grand E petit a nous amène à une POG élevée, et que quand on est dans une forme intermédiaire, on va s'aider de 3 paramètres, le E sur E', la vitesse de l'IT, la POG, qui nous permettra finalement de dire POG normale ou POG haute. Alors, on a beaucoup parlé du rapport au Seurat, j'espère que vous avez compris, du temps de décélération, on a beaucoup parlé de E' également. Juste un petit mot sur la Vmax de l'IT et le volume de l'oreillette. La Vmax de l'IT, pour que vous compreniez, et Dania, je ne veux pas du tout empiéter sur son sujet, elle vous en parlera évidemment, ça fait référence aux nouvelles recommandations sur l'hypertension artérielle pulmonaire. La définition échographique, c'est Vmax supérieur à 2,80 m. Alors, pouvoir mesurer la PAP pour discuter d'évaluation des pressions de remplissage, c'est pertinent, c'est important et on comprend très très bien qu'effectivement, à la lumière de plusieurs papiers, l'élévation de la PAP va être très bien corrélée à une élévation du capillaire, donc tout ça est logique. Mais par contre, ce qui me paraît pas logique, excusez-moi, ce qui me paraît pas logique, c'est de se focaliser uniquement sur unité supérieure à 2,80 m, alors qu'on a publié pendant des dizaines d'années beaucoup d'autres paramètres dont Dania vous parlera, sur l'insuffisance pulmonaire, sur l'approche des résistances pulmonaires, sur les signes indirects possibles pour calculer les pressions pulmonaires. Bref, ce que l'on peut normalement recommandé aujourd'hui au cardiologue, c'est de faire lui-même son évaluation à partir de tous ces paramètres et de proposer, à l'issue de cette évaluation, s'il estime que le patient a une PAP élevée ou une PAP normale. L'autre élément qui est important, c'est que si vous ne prenez que la mesure de l'IT, eh bien, il y a un certain nombre de cas où vous n'aurez pas de diagnostic. Et ce n'est pas anodin, vous avez vu qu'il y a très peu de critères dans les algorithmes 2016. Donc, si vous perdez un critère sur 3, c'est énorme. Alors que pourtant, par les autres paramètres, vous auriez pu mesurer la PAP. Et puis, n'oubliez pas qu'une IT dite normale, inférieure à 2,80 m, elle peut coexister alors qu'il y a une vraie HTAP en parallèle. C'est le cas des IT laminaires et c'est le cas aussi des bas débits ventriculaires droits, où à ce moment-là, l'évaluation des résistances pulmonaires est intéressante. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Il y a des patients qui ont une IT à 3 mètres par seconde alors qu'ils ont une PAP qui est tout à fait normale. Il s'agit des sujets âgés et il s'agit parfois des sujets en surpoids, des sujets obèses. Le dernier élément, c'est le volume dans l'oreillette gauche qui est dans l'algorithme. Eh bien, le volume de l'oreillette gauche, c'est vrai que c'est logique d'y penser, puisque quand une oreillette se dilate, eh bien, elle est le reflet des effets cumulés d'une accumulation de pression de remplissage VG élevée à travers l'histoire du patient. Et vous savez que ça a été comparé avec l'hémoglobine glyquée et la glycémie. Alors attention, toutes les oreillettes dilatées ne sont pas liées à une élévation des pressions de remplissage. Si vous avez un RM, une IM, un hyperdébit, il est fréquent chez l'athlète, par exemple, d'avoir une oreillette dilatée. Et bien sûr, comme l'hémoglobine glyquée chez le diabétique, eh bien, ce n'est pas parce que vous avez une grosse oreillette qu'au moment T, vous n'aurez pas des moments de pression de remplissage normale. Mais surtout, ce qui me paraît important à signaler, c'est que l'indexation à la surface corporelle, cette maudite indexation à la surface corporelle qu'on utilise dans toutes les situations en cardiologie et qui n'est jamais adaptée chez l'obèse. Chez l'obèse, c'est toujours catastrophique. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Les 34 millilitres par mètre carré, eh bien, ils seront très rarement atteints chez l'obèse parce qu'ils vont toujours être en dessous de ce seuil puisque la surface corporelle est énorme. Et on devra dans le futur, trouver une autre façon d'indexer pour justement s'affranchir de cet effet néfaste du surpoids. Alors, la solution pragmatique qui a été proposée par certaines équipes, notamment de James Thomas, eh bien, c'est diminuer au moins ce seuil, le passer de 34 à 28 millilitres par mètre carré chez l'obèse. Le dernier point, c'est que si on applique les recommandations de 2016, eh bien, la PTDVG haute, isolément haute, comme je vous ai montré que c'était assez courant, eh bien, dans notre expérience, on va totalement passer à côté. Très rapidement, un travail que nous avons fait, où on avait 58 patients qui avaient tous une POG normale,
en appliquant ces critères qu'on vient de voir, eh bien, sur ces 58, nous avions 26 patients chez qui, lorsque l'on faisait la veine pulmonaire, elle était extrêmement pathologique et on trouvait en fait qu'ils avaient une PTDVG à l'évidence qui était augmentée. Donc, si vous m'accordez encore un tout petit peu de temps, je voudrais vous proposer des modifications légitimes de l'algorithme 2016 et je les ai mentionnées en jaune. Le titre, ce n'est pas une estimation des pressions d'emplissage, c'est une estimation de la POG et, si possible, de la PTDVG. Bien sûr, le flux mitral reste au centre du raisonnement et n'oubliez pas que cette approche donc ne sera pas toujours valide. S'il y a une FA, vous n'avez plus d'ONDA et bien sûr, tous les rapports E/A disparaissent. En cas de pacemaker, de bloc de branche gauche, la synchronisation entre E et A est perturbée et là aussi, ça n'est plus applicable. De même que pour n'importe quelle anomalie mitrale significative, une grosse IM, un RM significatif, des grosses calcifications de l'anneau, la présence d'une prothèse ou d'une plastie, à ce moment-là, la grande onde E, elle est le reflet de ce qui se passe au niveau de la mitrale et non plus de ce qui se passe à l'intérieur du ventricule gauche. Ensuite, on nous dit considérer le rapport E/A supérieur à 2. Je pense qu'il ne faut pas oublier le temps de décélération. Encore une fois, mesurer le temps de décélération et quand il est court, c'est également un élément important de la définition du flux restrictif. Ensuite, on nous dit, dans ce cas-là, POG haute. Attention, dans un seul cas, POG haute, si vous avez une FE basse. Si vous avez une FE basse, un flux restrictif, on est tout à fait d'accord, c'est pathognomonique d'une POG haute. Si la FEVG est normale, on n'a pas de réponse possible là-dessus et il va falloir travailler plus. On va y revenir dans un instant. Si maintenant, on va à l'autre extrême, petit e grand A, on est d'accord que c'est une POG normale à condition qu'il n'y ait pas d'hypertrophie ventriculaire gauche. S'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche, si le patient est symptomatique, il va falloir un peu plus travailler. De même qu'il va falloir un peu plus travailler pour ces flux intermédiaires qui ne sont ni des petits e grand A, ni des flux restrictifs. À ce moment-là, je vous propose d'évaluer 4 critères. Le premier critère, c'est celui qui est classiquement retenu et qui est bien validé d'un rapport E sur E' élevé à plus de 14. Il n'y a rien à changer. Le deuxième critère, c'est laisser tomber la Vmax de l'IT et à vous de prendre vos responsabilités, de travailler. Et à l'issue de votre travail, vous serez capable de dire au cas par cas, je pense que la PAP est élevée chez ce patient ou je pense que la PAP est normale. Mesurez le volume de l'oreillette gauche, vous l'indexez, mais chez l'obèse, vous baissez le seuil et vous ne l'appliquez pas à 34, vous le passez à 28, encore une fois, en attendant des modes d'indexation plus intelligents. Et puis alors, une fois que vous avez mesuré ces 3 premiers paramètres, eh bien, vous pourrez aider l'algorithme à répondre, est-ce que la POG est normale, est-ce que la POG est haute. Il nous reste une étape, mesurer la PTDVG. Donc, vous allez mesurer la veine pulmonaire et comparer les durées des ondes A pulmonaire et A mitral. Et si A pulmonaire est inférieur à A mitral, vous direz que la PTDVG est normale. Et dans le cas inverse, surtout s'il y a une grosse différence, vous avez une grosse probabilité de PTDVG haute. Vous pouvez éventuellement vous aider du Valsalva. C'est très simple, tout le monde peut le faire et ça donne une valeur ajoutée dans certains cas où le diagnostic reste douteux. Alors, je voudrais terminer sur 2 diapositives. Un exemple, voilà ici un patient chez qui on a fait bien le travail, on a mesuré tout ce qu'il fallait, l'onde E, l'onde A, le volume de l'oreillette, la Vmax de l'IT, les ondes primes septales et latérales. Ceux qui ont un coup d'œil vont me dire « Ah, il y a une ondelle ici », c'est anecdotique et surtout cette ondelle s'accompagne d'une bradycardie, donc on ne peut pas en tirer grand-chose. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est que si on applique les recommandations 2016, vous voyez que tous les critères sont normaux, donc la POG est normale. On a mesuré l'onda, la durée de l'onda mitrale et surtout on a recueilli et mesuré la durée de A pulmonaire. Et vous voyez qu'ici, la durée de A pulmonaire est beaucoup plus importante que la durée de A mitrale. Et donc, le diagnostic final qu'on propose, il est plus fin. Il y a des pressions de remplissage élevées avec une POG normale et des pressions de télédiastolique du ventricule gauche qui sont élevées.
voilà, je vous remercie beaucoup et voilà ce que je voulais vous dire sur cette mesure de pression de remplissage. Eh ben, merci beaucoup, Eric. Alors, avec Leïla, on va sélectionner des questions parce que l'avantage de cette session, c'est qu'on peut recevoir des questions en direct. Donc, on a une visibilité là-dessus. Et peut-être pour commencer un peu le débat, Eric, et après, je pense qu'il y aura beaucoup de questions auxquelles tu vas répondre. Je ne sais pas combien de temps on a pour ça, mais il y a du taf là, hein, il y a du travail. Hein. La première chose, c'est comment tu expliques la disparition quasi totale du Valsalva et du flux veino-pulmonaire dans les dernières recommandations de au bénéfice du E sur E', dont on connaît terriblement les limites, et par rapport aux recommandations de 2009. Est-ce que tu peux me donner ton avis là-dessus? Oui, bien sûr, je peux te donner mon avis. Je pense que alors on va rentrer dans une réponse qui est pas très cardiologique. Hein. C'est le reflet de l'évolution de la médecine un peu générale, c'est-à-dire on a tendance à vouloir aujourd'hui faire toute la médecine à travers les recommandations et à travers ces recommandations proposer des choses de plus en plus simples. Alors on voit bien, l'idée, elle est louable, elle est de dire si les choses sont simples, tout le monde va les faire. Mais hélas, si on fait 10 ans d'études et que tous les jours on rentre chez nous et qu'on continue à lire et à réfléchir, c'est que c'est pas si simple que ça. Et donc, je pense que c'est ce souhait de vouloir hyper simplifier. On a très tôt décidé que, par exemple, la veine pulmonaire, c'était très difficile et réservé à une élite, un peu comme si la cardiologie pouvait se faire à 2 niveaux. Je pense que la mesure de la veine pulmonaire, c'est comme le cathétérisme. Il faut être un peu entraîné, et alors que vous irez jamais faire un cathé si vous n'êtes pas entraîné, parce que vous savez que derrière, vous risquez de tuer le malade. Appliquez-vous les mêmes règles pour les méthodes non invasives et il faut que vous ayez suffisamment travaillé, vous soyez suffisamment entraîné. Donc moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est hyper simplification. Ça rime avec, je ne vous dirai pas avec quoi parce que je risque d'être désagréable, mais en tout cas, ça rime avec des choses qui ne me paraissent pas intéressantes. Voilà. Je ne sais pas si ma réponse te plaît, hein, mais… Tu sais bien que je suis d'accord avec toi, mais c'était un petit peu quand même, tu nous as pas parlé du tout du multiparamétrique, tu nous as pas parlé de l'IRM, tu nous as pas parlé de tout ça. Donc, ça veut dire que quand même, les facteurs solides, c'est-à-dire le profil nitral et puis le E sur E', tu vois, par exemple, la limitation du E sur E', tu nous as pas du tout parlé des pièges du E sur E', par exemple, de la spécificité du E sur E', qui est en avant, si tu veux, dans les recommandations, alors que, bon. Non, mais je pense que le E sur E' est intéressant avant tout. Il est intéressant parce que, et c'est ce que j'ai voulu faire là, c'est essayer de donner aux gens qui n'ont pas d'abord nos âges, qui n'ont pas connu toute cette histoire de l'évaluation des pressions de remplissage à travers les âges, hein. C'est-à-dire au début, on avait un flux normal, hein, et on nous expliquait ça, un flux normal, c'est ça la situation normale, et quand on a petit e, grand A, c'est pathologique. Et puis après, on a mis des années à comprendre que finalement, c'était presque l'inverse. Donc, je pense que ce qui est très intéressant avec E sur E', c'est que c'est adossé à une très belle physiologie. Et finalement, les limites de E', elles ne sont pas liées à intrinsèquement la valeur de E', elles sont liées au fait qu'il y a des situations où E', par exemple, ne reflète plus la relaxation. C'est ça la limite. E' n'a pas de limite pour moi. Mais par contre, il est évident que si vous mesurez E' dans une grosse calcification mitrale, à ce moment-là, la paroi ne se relaxe pas. C'est la calcification qui empêche la paroi de se relaxer. Si vous mesurez E' dans une paroi infarcie, eh bien forcément, E' ne sera plus le reflet de la relaxation, il sera le reflet de cette paroi infarcie. Si vous mesurez E' alors que le patient a un pacemaker, alors que le patient a un bloc gauche, alors que le patient a diverses choses, eh bien, là encore, c'est le mauvais usage de E' qui fera que. Mais contrairement à certains, je reste persuadé que quand E' est bien utilisé et qu'on a évité tous ces pièges, le rapport sur E', pour moi, reste quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'encore une fois, et j'espère que j'ai réussi à vous faire passer ce message, il est adossé à vraiment ce qui se passe au niveau hémodynamique. Alors, écoute, il y a beaucoup de questions. Donc, je vais demander à Saïd s'il préfère qu'on regroupe les questions à la fin en fonction du temps qui nous reste. Absolument.
voilà, je vais laisser Leïla présenter Dania et puis on reviendra sur les questions parce qu'il y a vraiment des très intéressantes qui sortent là. Hein. Merci. De fusion EA, comment tu fais le diagnostic de PDD, enfin de pression de remplissage élevée? Je vais vous dire, je le fais pas. Voilà, et je vous conseille de ne pas le faire. Alors, je vais vous répondre. Je connais comme tout le monde évidemment la littérature, et je vais vous dire que quand on a une parfaite fusion de E et de A, eh ben, on considère qu'on a un piqueux unique et qu'on peut faire éventuellement le rapport au surrepris. Mais là aussi, rappelez-vous que vous faites de l'hémodynamique. Je vais te poser la question inverse. Quelle mesure hémodynamique de qualité peut-on faire quand le sujet bat à 130 sur 140? La réponse est aucune mesure. Voilà, raison pour laquelle je vous conseille de ne pas mesurer quoi que ce soit en hémodynamique quand vous êtes à 130, 140, c'est extrêmement compliqué.